Des articles dans les médias ont fait état cette semaine d'une hausse importante du nombre de consommateurs de méthamphétamine dans la basse-ville, en particulier dans le secteur Saint-Roch. Les intervenants de première ligne s'inquiètent. Les gens dans la rue s'inquiètent aussi. Il y en a certains qui ont témoigné dans les médias cette semaine. Ils voient leurs amis déconnectés complètement de la réalité à cause de la meth. Ils en voient certains perdre la vie. Qu'est-ce que c'est la méthamphétamine et quels sont les risques qui y sont associés? Je pose tout de suite la question au docteur Anne-Frédérique Lambert-Slythe. Elle est médecin conseil, spécialiste de ces questions-là à la direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Docteur Lambert-Slythe, bonjour. Bonjour. La méthamphétamine, on sait que c'est de la drogue, mais c'est pas mal tout ce qu'on sait. C'est quoi exactement? Oui, en fait, la méthamphétamine, là, c'est un stimulant puissant qui agit au niveau du cerveau, du système nerveux central. Chimiquement, en fait, c'est un dérivé, là, donc un petit frère de l'amphétamine. Puis avec une structure là qui, comparée à l'amphétamine, là, qui lui donne une plus grande capacité à traverser la barrière qui sépare le sang du cerveau, ce qui fait que c'est plus puissant, en fait, là, que les amphétamines. Quand on parle de méthamphétamine, hein, ça peut être là sous forme de poudre, puis le plus souvent qu'autrement maintenant, là, dans les fameux speeds qu'on peut retrouver, c'est de la méthamphétamine. Mais ce qu'on voit là, qui est en augmentation, là, c'est le cristal meth, en fait, qui est de la méthamphétamine, mais qui est sous forme de cristaux transparents. Puis le cristal meth peut être soit fumé là, dans les types en verre, là, c'est vraiment ça qu'on voit qui est en augmentation, ou ça peut être injecté aussi. Ouais, on va revenir sur les modes de consommation. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que vous dites que c'est un stimulant. Quel effet ça a exactement sur un utilisateur, sur son comportement déjà? Mm-hmm. Ben, en fait, là, les effets, quand les personnes, il y a des effets, si je peux dire, aigus, là, quand la personne consomme, c'est sûr qu'il y a des effets à long terme chez une personne qui consomme cette drogue-là là, de manière plus répétée. Donc, une personne qui va consommer, les effets immédiats, si je peux dire, ça va engendrer en fait de l'agitation, de l'anxiété chez la personne. À la base, les personnes prennent ça parce que ça amène un sentiment de bien-être, d'euphorie, mais ce qu'on voit aussi, c'est de l'agitation, de l'anxiété. Les gens peuvent être très, très, très volubiles. Parfois aussi, ils peuvent avoir un certain sentiment de persécution. On voit des gens qui deviennent parano là, quand ils consomment de la méthamphétamine. Ça peut amener aussi de la confusion, de la colère, puis ça peut inciter à la violence. Là, c'est beaucoup ce qu'on voit chez nos consommateurs. Si les personnes continuent à consommer de la méthamphétamine, du cristal meth en plus grande quantité, plus souvent, ce qu'on voit, c'est que ça peut endommager en fait certaines aires du cerveau qui peuvent amener là, des pertes de mémoire, de la difficulté à penser, des symptômes dépressifs, des tremblements, des troubles de la coordination. Puis on voit même des gens là, qui vont, développer des symptômes psychotiques qu'on dit là, donc ça peut amener des idées délirantes, des hallucinations visuelles. On voit aussi des effets à long terme là, sur les dents, sur les gencives. Puis il y a aussi des plaies très caractéristiques au niveau de la peau que ça peut amener. Ouais, on associe souvent ça à la perte des dents, hein? Oui, ça peut amener ça de la méthamphétamine. Est-ce qu'il existe en médecine un emploi légitime des amphétamines? Est-ce que ça existe sous forme de médicaments utilisés dans les hôpitaux, par exemple, ou? Absolument pas la méthamphétamine, mais au niveau des amphétamines, là, il y a certains médicaments qu'on utilise pour le trouble déficitaire de l'attention de l'hyperactivité, là, le TDA ou le TDAH. Donc, il y a certains médicaments à base d'amphétamine là, pour traiter le TDAH. Évidemment, c'est sûr que quand on parle de pharmacologie, des médicaments prescrits, c'est en plus petite quantité, sûr, ouais. puis c'est contrôlé parce que si on parle, par exemple, de méthamphétamine qu'on achète sur la rue, souvent c'est fait dans des laboratoires clandestins, puis malheureusement, on connaît pas la composition, exacte. Il y a de la méthamphétamine, mais il peut y avoir plusieurs autres contaminants là, ou fillers dans le milieu là, qu'on appelle pour dans la substance. Oui, c'est ça. Donc, la cristal meth qui circule dans la rue est pas forcément d'une qualité égale. Ce que vous dites, c'est qu'on peut, les fabricants peuvent jouer avec la drogue pour la rendre plus mordante, possiblement plus dangereuse aussi, c'est ça? Oui, plus dangereuse. En fait, c'est ça, c'est vraiment impossible là, quand à l'œil nu de voir... ce qu'il y a là-dedans, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc oui, on sait qu'il y a de la méthamphétamine, mais tu sais, des fois, on peut même voir là, des ingrédients qui proviennent de liquides de nettoyage domestique, d'antigel, de poisons extrêmement dangereux. On peut pas exclure aussi, on voit beaucoup ça, c'est un phénomène là
pas juste dans la méthamphétamine, mais qu'on voit, là, je vous dirais, à travers le pays, mais la contamination des substances. Fait qu'on, des fois, on se dit, est-ce qu'il y a, on a des fois des personnes qui ont des effets un peu paradoxaux. On s'est déjà dit, est-ce qu'on pourrait avoir des dépresseurs mélangés à la méthamphétamine? On pense, par exemple, aux opioïdes, au fentanyl. C'est pas arrivé, là, je peux juste parler pour la région ici, là, parce que c'est ce qu'on documente dans la région, mais d'avoir, par exemple, des opioïdes mélangés, mais on est toujours à l'affût de se dire, il y a peut-être de la contamination, parce qu'évidemment, dans des laboratoires clandestins, c'est pas toujours comme dans des beaux laboratoires. Fait que, au niveau de la désinfection, des mélanges, tout ça, on sait pas trop ce qui se passe à cet endroit-là. La meth qui est achetée dans la rue, est-ce qu'elle est considérée comme une substance très addictive? Est-ce qu'on devient accro rapidement? On devient accro, oui, rapidement. Puis je vous dirais, là, c'est c'est la clinicienne en moi là qui parle, mais ce qu'on voit typiquement là, chez les gens qui prennent du cristal meth, c'est qu'ils viennent en consommer, puis ils se rendent pas nécessairement compte de l'effet que ça leur apporte, parce qu'au début, c'est ça, c'est plus une euphorie. Fait qu'ils disent, je consomme, mais je sais pas trop ce que ça me fait, là. Puis du jour au lendemain, là, ils se disent, j'ai besoin de ma meth. Fait que, il y a vraiment ça se manifeste brusquement, là, cette dépendance. Ça se manifeste, oui. Puis ça, je vous parle pas d'études scientifiques, je vous parle de ce qu'on voit chez nos patients, chez les usagers. Mais oui, en fait, on peut développer une dépendance. On voit que quand les gens vont cesser, en fait, ou qui tentent de cesser le cristal meth, ils vont éprouver là, des symptômes dépressifs, de l'anxiété, une fatigue extrême, donc ils sont plus capables de fonctionner, ce qui les pousse souvent à consommer à poursuivre la consommation, parce que sinon, ils sont plus capables de fonctionner. Là. C'est typique. Vous l'avez abordé un peu plus tôt, ça se consomme, ça se fume, la cristal meth, ça s'injecte aussi? Oui, ça s'injecte aussi. Comme je dis, c'est vraiment le cristal meth, parce que quand on parle de méthamphétamine en poudre, là, c'est vraiment plus par la bouche que les gens le prennent. Mais le cristal meth, c'est ça se fume dans des pipes en verre, là, avec une espèce d'embout qui est comme en forme de sphère. Donc, c'est vraiment les vapeurs que les gens vont inhaler. Fait qu'ils vont le faire chauffer, puis ils font comme tourner. C'est difficile à expliquer à la radio, là, mais ils vont faire tourner la substance pour qu'il y ait de la vapeur qui s'échappe. Ils vont le. Fait que ça, puis c'est ce qu'on voit, en fait. On n'est pas capable de. Si vous disiez que le nombre de personnes augmente, c'est difficile de documenter le nombre d'usagers. Mais nous, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une augmentation de la distribution de ces pipes à cristal meth. Oui, parce que le CHUS en distribue, hein, c'est ça? Oui, en fait, il y a vraiment un programme de santé publique là, qui subventionne, c'est partout au Québec, où on distribue vraiment les pipes à cristal meth. Et le pourquoi, c'est parce que il y a quand même un risque de transmission des infections. Là, tu sais, c'est des pipes en verre. Puis, fait que les gens, s'il y a du sang un petit peu, il peut y avoir risque de transmission d'hépatite C, de VIH, là, si les gens réutilisent ou se prêtent leur pipe à cristal meth. Oui, mais c'est vraiment, c'est un phénomène qu'on voit là depuis, je vous dirais, depuis la pandémie, là, autant les pipes à cristal meth, mais aussi les pipes à crack. Le crack qui est la forme cristalline la forme solide en fait de la cocaïne. Là. Fait que les gens qui fument la cocaïne, c'est du crack. On voit aussi une augmentation des pipes à crack. Donc vraiment plus d'inhalation et de stimulants dans la région. Fait qu'on parle beaucoup de cristal meth cette semaine, mais il y a une augmentation aussi de la consommation de cocaïne, là, surtout par inhalation. Donc, moins d'injections que d'inhalation, c'est ça? C'est ce qu'on voit, en fait, notre nombre de seringues, parce qu'on distribue aussi là, des seringues. Je vous dirais que c'est pratiquement, là, depuis 2-3 ans, c'est stable, mais vraiment une augmentation là, des méthodes pour inhaler. Là, c'est souvent des stimulants qu'on voit qui sont inhalés. C'est super dangereux, la meth, évidemment, mais j'ai quand même été surpris de constater dans les chiffres publiés par le CIS que les surdoses de meth sont moins mortelles que les surdoses d'opioïdes ou de cocaïne. C'est vrai? Oui, absolument. Nous, ce qu'on voit, puis c'est sûr que on documente vraiment les surdoses mortelles et non mortelles. Au niveau de nos surdoses non mortelles, c'est difficile d'avoir un chiffre exact parce que nos partenaires qui font les signalements de surdose, c'est un signalement qui est volontaire. Donc, on sait qu'on n'a pas le portrait complet, si je peux dire, là. Mais au niveau de nos surdoses mortelles, oui, ce qu'on voit, là, en fait, le phénomène qu'on voit, c'est que souvent, c'est de la polyconsommation. Donc, quand on a des gens qui décèdent par surdose, c'est souvent plusieurs substances qui vont être impliquées. Si je regarde là en 2023, c'est vraiment les opioïdes là,
c'est environ 30% des gens qui sont décédés par surdose dans la région où on a retrouvé des opioïdes dans leur corps, versus la cocaïne, c'est environ le 18%. Puis, on a aussi les benzodiazépines, là, qui est un autre dépresseur, qui est environ 20%. Donc, la méthamphétamine, c'est moins là, ce qu'on voit. Dernière question, Dr Lambert-Slide. Il y a cette expérience-là de tomber sur quelqu'un qui est en train de faire une overdose. Il y a de plus en plus de gens qui la vivent là, dans la Basse-Ville, dans Saint-Roch. Est-ce que, c'est une bizarre de question, mais comment on peut reconnaître qu'une personne qui est étendue par terre dans la rue, dans un espace public, est en état de surdose et qu'elle n'est pas juste en train de somnoler, par exemple? Est-ce qu'il y a des signes visibles ou... Non, puis c'est une excellente question. Puis juste la question de reconnaître une surdose, par exemple, d'opioïdes ou d'un dépresseur, de fentanyl, comme on entend beaucoup parler, est très, très, très différente d'une surdose, par exemple, de cristal meth. Donc déjà là, il y a une distinction à faire. Donc quand on parle d'une surdose d'opioïdes, donc de fentanyl, de morphine, ou même d'autres dépresseurs, ce qu'on voit, c'est que, comme vous dites, c'est ce que vous venez de décrire, là, que la personne est comme, elle peut avoir l'air de dormir. Ouais. Donc, comment le différencier, en fait, c'est d'aller voir la personne puis de la stimuler. Hein, c'est le fameux, là, madame, réveillez-vous, puis tu sais, de lui pincer les yeux, on frotte le thorax. Là. Donc, ça peut être une bonne façon de stimuler la personne. Si elle ne se réveille pas à ce moment-là, ben on peut suspecter, en fait, là, une surdose. Il y a d'autres, mais la personne va ronfler, la personne peut avoir les lèvres bleues, les doigts bleus aussi. On peut tout simplement voir qu'elle ne respire plus, là, donc le thorax ne soulève plus, on n'est plus capable de le sentir. Fait que ça, c'est des signes de surdose d'opioïdes. Puis quand on parle de surdose, par exemple, de cristal meth, les symptômes sont très, très différents, puis c'est plus simple à reconnaître. Donc, les gens peuvent être en convulsion, peuvent c'est ça, être rigide. Ouais. Donc, c'est très, très, très différent. Là. D'accord. Anne-Frédérique Lambert-Slide, vous êtes médecin conseil à la Direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Merci beaucoup d'avoir pris un moment pour nous parler ce matin. Pas de problème. Bonne journée, M. Arsenault. Bonne journée à vous. Au revoir. Si vous pensez que c'est